En ramenant ici à la forge de Moidon, la rivière, camp d'internement, la flamme de la nation, nous faisons vivre plus qu'un symbole. Pour nous ramener ce yak, excusez-moi de traduire un peu en marnouche dans notre langue, de ramener ce yak, ce feu, eh bien, c'est plus qu'un symbole. Ce yak et cette flamme, elle nous a été transmise lors d'une cérémonie émouvante. Il s'est déroulé à Paris sous l'Arc de Triomphe, où on a entendu les autorités et les responsables militaires nous dire: c'est bien que vous soyez là, votre histoire, on la connaît pas. Cette flamme, elle éclaire notre mémoire collective. Elle nous rappelle que derrière chaque page d'histoire, il y a des vies, des visages de femmes, d'hommes et d'enfants qui sont décédés ici à la forge. Ici, entre 40 et 42, des enfants ont grandi derrière des barbelés. Des femmes et des hommes ont été privés de leur liberté, non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. Des républicains espagnols, des nomades, des tziganes, des forains, des voyageurs marchands ambulants ou des vagabonds. Longtemps, leur histoire est restée dans le silence. Aujourd'hui, cette flamme vient éclairer leur mémoire. Elle nous rappelle que la République peut faillir et que c'est à nous, voyageurs égragés, sédentaires, collectivement de rester vigilants. Car se souvenir, ce n'est pas seulement regarder le passé avec émotion, c'est aussi porter une responsabilité. Celle de refuser l'indifférence, celle de combattre les préjugés, celle de défendre sans relâche la dignité de chacun. Voyageuses, voyageurs nombreux ici, que cette flamme soit un lien entre hier et aujourd'hui, qu'elle soit le signe de notre fidélité aux valeurs de justice, d'égalité et de fraternité, et qu'elle nous guide pour que jamais l'exclusion, la haine, la violence et le racisme, l'antiziganisme ne prennent le pas sur l'humanité. Mesdames et messieurs, nous tous ici, n'oublions pas. Merci. Mesdames et messieurs, en vos rangs et titres, des pinters d'Italie protopolaire, je nous épargne ça. Quand j'étais petite fille, je suis allée comme beaucoup à l'école et on m'a appris l'histoire. La grande histoire, celle qui m'en raconte est l'horreur de la guerre, le siècle dernier, l'horreur des nazis. Celle qui a exclu, excusez-moi, celle qui a exclu les hommes, celle qui a divisé les hommes entre eux. Et on m'a appris que cette histoire, elle venait d'extérieur, elle venait des Allemands, elle venait des nazis. Au fur et à mesure, en grandissant, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris qu'il n'y avait pas eu que les Juifs qui avaient été déportés. On m'a appris, et c'était écrit en fait, tout en bas de la page des histoires, qu'il y avait eu aussi les homosexuels, des tziganes, des malades mentaux, des vagabonds, des gens justes qu'on appelait à l'époque indésirables, qu'on appelle souvent encore aujourd'hui indésirables malheureusement. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont appris la déportation des homosexuels, à quoi ça correspondait réellement, combien de personnes. Et puis j'ai rencontré Christophe Sauvé, qui m'a dit, il y a eu aussi les gens du voyage, il y a eu aussi les tziganes, juste parce qu'ils étaient. Et qui m'a dit, mais tu sais, ça a commencé avant que les nazis arrivent. Il m'a rendue très curieuse. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comme beaucoup de gens en France ne comprenaient pas. D'ailleurs, beaucoup ignorent complètement. Alors j'ai creusé et j'ai trouvé ce texte
qui m'a glacée et en même temps remplie d'espoir, de Patrick Drevet, qu'il a écrit en 2008 et qui raconte: de 1939 à 1942, les forges de Madon-la-Rivière servirent de décor au traitement atroce des populations indésirables d'alors. En ce lieu, comme dans tant d'autres, se perpétrait, s'exécutait leur effacement programmé. Pendant que l'Espagne de Franco massacrait les républicains, la France républicaine internait les rescapés dans les camps de concentration à Madon-la-Rivière dès mai 1939. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous le dire en entier. Vous connaissez la suite, puisqu'après 39, à partir de 40, ce sont les voyageurs, les tziganes, les vagabonds et les malades mentaux qui sont à nouveau raflés et internés dans des camps comme ici ou à Montreuil-Bellay. Ce qui est important pour moi aujourd'hui de vous dire, c'est que je vois que les mécanismes d'hier qui ont permis de diviser les hommes entre eux se perpétuent aujourd'hui. On continue de diviser des hommes entre des hommes et des sous-hommes. On continue de nous faire croire qu'il est nécessaire, du coup, de faire la guerre, de faire des lois d'exception qui permettent à nouveau de diviser les hommes entre eux. À l'époque, petite, on glorifiait les héros de la résistance, tels que personne, par-ci, par-là. Et on nous a fait croire d'ailleurs que toute la France avait été résistante, mais pas du tout. Dès 1939, avant que les nazis n'arrivent, la France républicaine avait voté des lois d'exception. Et aujourd'hui, dans notre France de 2026, la France vote des lois d'exception pour diviser les hommes entre eux. Alors aujourd'hui, je vais juste vous demander quelque chose. Quand vous allez partir, de vous poser la question, celle qu'on s'est posée quand on était enfant en voyant les livres d'histoire. Est-ce que je suis un résistant? Une résistante? Est-ce que je suis quelqu'un qui laisse faire, qui ne voit pas, ou qui ne veut pas voir? Ou est-ce qu'au contraire, je suis dans le soutien de ces décisions, de ces gouvernements qui décident, en notre nom, de faire des lois d'exception et de diviser les hommes entre eux? Suis-je de ceux qui tendent la main? Suis-je de ceux qui décident d'élever la voix contre les discriminations, contre l'exclusion de toutes et tous? Parce qu'un humain est un humain, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, son mode de vie, quelle que soit la personne qu'il aime ou qu'elle aime, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses convictions religieuses ou politiques ou syndicales. Un homme reste un homme. Suis-je de ceux qui tendra la main, qui aidera la voix pour éviter à nouveau la récidive de l'histoire, ou suis-je de ceux qui va fermer des yeux et qui laissera faire? Il est des lieux qui ont traversé l'histoire à leur insu et qui aujourd'hui, réconciliés avec un présent paisible, ne portent plus ses traces les plus sombres. Un paysage baigné de verdure, les édifices taillés dans la pierre bleue caractéristique de notre territoire. Aujourd'hui, ici à Madon, c'est cette dimension patrimoniale et touristique que nous avons sous les yeux. Un musée évoque l'époque où les seigneurs du lieu avaient décidé d'exploiter les ressources minières et forestières en construisant une usine à fer, une forge du XVIIe siècle qui explique les constructions du site et leurs particularités. Et pendant longtemps, nous nous en tenions là, à ce passé minier et industriel. Nous avions pendant des décennies occulté à peine 2 ans, du 11 novembre 1940 au 13 mai 1942. Nous avions oublié le passé de 567 familles de nomades français, d'autant de républicains espagnols qui avaient décidé d'échapper au franquisme et les avaient précédés ici. Et nous en serions encore là si l'association départementale des gens du voyage citoyen de Loire-Atlantique n'avait organisé il y a bientôt 20 ans une première commémoration pour que jamais nous ne puissions oublier l'autre passé du site de la forge, celui du camp. Pour que la dignité soit redonnée à celles et ceux qui ont souffert ici, aux enfants qui sont morts ici, à tous ces gens à qui l'humanité avait été retirée
et dont la mémoire s'était effacée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'ils et elles n'étaient ni des héros, ni des gens du coin, juste des victimes. Je connais bien l'histoire de la résistance, de la Maison Rouge des Touches à Saffré, de Sur-les-Mines à Ruffier, de Fercé où nous étions ce matin à Butte-Forêt. Mais comme beaucoup de monde, je ne connaissais pas avant de découvrir ici par hasard il y a quelques années ce lourd passé du camp de la Forge de Moidon, de ces autres victimes de la collaboration en soutien du projet de tri et d'élimination de l'Allemagne nazie. Tout le monde connaissait le camp de Choiseul, Guy Môquet, les 50 otages, et a retenu la date du 21 octobre 1941, mais tout le monde ne sait toujours pas qu'au-delà de regrouper des prisonniers politiques, des communistes et syndicalistes, le camp de Châteaubriand avait aussi servi à interner les indésirables et les nomades. Ces bohémiens ou ces nomades avaient déjà été rassemblés par l'administration locale sur ordre des autorités allemandes à Juillet-les-Moutiers, Derval, Soudan et Saint-Nicolas-Bredon. Avant de regrouper ici par centaines, le seul aménagement avait été la mise en place d'une clôture de fil de fer barbelé. Des bâtiments inhabitables, pas d'eau potable, pas assez de toilettes, pas de douche, rien pour soigner les malades. Et après la mort de 6 enfants en bas âge, les responsables du camp décidèrent de transférer les 345 nomades de la Forge à Choiseul, fin février, début mars 1941. Mais comme la population du camp va y être presque multipliée par 2, et après quelques mois en septembre, les nomades sont impitoyablement renvoyés à ce camp de Moisdon-la-Rayère, où ils subiront de nouveau le 3, la maladie, avec des cas de gale et de tuberculose, et des conditions d'internement qui resteront terribles jusqu'en mai 1942, quand le camp sera définitivement fermé. Et pour autant, ce ne sera pas la fin de l'histoire pour ces populations qui, pour celles qui survivront à ces épreuves au camp de concentration, ne seront libérées pour la plupart 1 an, voire 2 ans après la libération. Rien n'est plus vivant qu'un souvenir. Les mots du poète espagnol sont inscrits sur cette stèle depuis 2019. Mais rien n'est plus fragile aussi. Et ce terrible souvenir, nous nous devons de le raviver. Non seulement à Moisdon-la-Rivière cet après-midi, mais à l'échelle de notre pays tout entier. Ma collègue Sandra Aragon a déposé une proposition de résolution européenne dont je suis co-signataire, qui a été adoptée début avril. Elle rappelle qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs centaines de milliers de Roms, Sinti, Gitans, Manouches, Yéniches et voyageurs ont perdu la vie en raison d'un génocide perpétré par les nazis et leurs alliés. 1/4, je dis bien 1/4, des membres de ces communautés présents en Europe à cette époque ont disparu. De nombreux pays, au premier rang desquels l'Allemagne, ont choisi de faire du 2 août une journée d'hommage et de mémoire aux victimes de ce génocide. François Hollande, alors président de la République, avait suscité l'espoir que notre pays fasse de même en 2016 à Montreuil-Bellay, en déclarant que la République reconnaissait la souffrance des nomades internés et admettait que sa responsabilité était grande dans ce drame. Mais 10 ans plus tard, la France n'a toujours pas rejoint l'Organisation des Nations Unies pour la reconnaissance de ce génocide. À de trop nombreuses reprises dans son histoire, et de manière particulièrement tragique au siècle dernier, l'espèce humaine a fait preuve d'inhumanité et de barbarie. Nous savons que ces penchants sombres sont toujours prêts à ressurgir, que l'invisibilisation, je savais que je n'arriverais pas sur ce là, l'invisibilisation, le rejet, le racisme et la haine ne sont jamais loin. Le présent n'absout pas les fautes du passé, mais en reconnaissant les atrocités commises, en osant regarder la réalité en face, en transmettant la mémoire, nous pouvons au moins espérer que la responsabilité collective nous empêchera de nier à d'autres êtres humains la fragile condition qui est la nôtre. Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et si je peux compléter cette citation de Malraux,
toutes les vies se valent. Redisons-le fort, toujours plus fort, particulièrement ces temps-ci.